Bonjour à toutes, bonjour à tous, Saint-Étienne a rendez-vous au stade l'Abbé Deschamps ce vendredi à 21h45. Évidemment, on se retrouve pour notre traditionnel avant-match, toujours en très bonne compagnie, avec Romain. Romain, comment te portes-tu? Eh ben écoute, tout va bien. Je me remets doucement de ce nul face à Nantes. Mais voilà, on va en parler. Ouais, c'est ça, et puis avec Sylvain aussi. Sylvain, comment te portes-tu aujourd'hui? Pas mal non plus. Un peu frustré par le résultat et non la performance, mais le résultat de la semaine dernière. Et puis on se projette sur ce week-end avec quelques inquiétudes quand même, je dois l'avouer. C'est ça, comme tu le dis, on va débriefer le match du week-end dernier face à Nantes, et puis on se projettera également sur la rencontre de demain à l'heure où on tourne la vidéo, donc face à la JOCR. Mais évidemment, comme on le fait depuis un petit mois maintenant, le point mercato, on est dans la période, on doit y passer. On a beaucoup de dossiers qui sortent du côté de Saint-Etienne, des dossiers chauds, des dossiers qui se sont refroidis par la suite, notamment celui d'Irving Cardona, dossier un peu euh, au cœur des passions ces dernières semaines. Romain, qu'est-ce qu'on peut dire sur le dossier et l'état d'avancée aujourd'hui? Alors je vais faire un point global, hein. Alors ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est un petit peu la même chose depuis le début, hein, concernant Irving Cardona. C'est que le joueur va à tout prix revenir, hein, il a déjà préparé ses valises et derrière, sauf que ça bloque parce qu'il y a plusieurs acteurs. Il y a plusieurs acteurs, il y a l'Espagnol Barcelone chez qui il est prêté depuis cet été, qui avait une option d'achat à 1,8 million d'euros. Il y a Augsbourg, qui est le club propriétaire entre guillemets du joueur, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2027. Et tout ça fait que l'SS n'a pas forcément besoin de se presser non plus parce qu'elle a l'avantage, c'est que le joueur veut venir. Et Eric Hornland aimerait bien le récupérer. Est-ce que ça ira au bout ou pas? Là aujourd'hui, je m'amuserai pas à faire des pronostics. Une chose est sûre, c'est que Saint-Étienne, ils sont prêts à faire des efforts, mais pas démesurés, en sortant de ce qu'ils pensent raisonnable. Voilà. Hmm. Donc on va suivre ça. De toute façon, aujourd'hui, là, à l'heure à laquelle on tourne cette vidéo, on est le 23 janvier. Il reste 10 jours, quoi. Moins 10 jours, quelque chose, un peu plus, mais pas loin. Vu que ça se termine le 3 février. Et aujourd'hui, on a très très peu on a zéro mouvement d'enregistré, tout simplement. Hmm. Donc c'est pas très peu. Il y a plusieurs noms qui sont sortis récemment. La piste la plus chaude, elle nous vient de Serbie, de l'Étoile Rouge de Belgrade, au journal Mozart, qui est l'équivalent de l'équipe locale. Alors, on nous a informé que Saint-Étienne serait prêt à mettre 6,6 millions plus 2 millions de bonus pour le latéral droit qui s'appelle Mimovic. Hmm. Alors, je vais pas faire le gars qui connaît, hein, c'est un latéral droit qui a 20 ans, qui joue la Ligue des Champions, qui joue encore cette semaine. Problème, c'est qu'il joue le 29, donc la semaine prochaine, mercredi prochain, comme tout le monde, c'est le multiplex, il joue contre les Young Boys de Berne. Et nous, ce qu'on nous glisse, c'est ce qui était prévu, c'est ce que le journal disait, et nous, on nous confirme qu'ils souhaitent attendre cette date-là parce qu'ils aimeraient bien gagner ce match-là, parce que quand tu gagnes un match en Ligue des Champions, ça donne un petit billet sympa, non négligeable pour des clubs qui sont pas comme le Paris Saint-Germain, par exemple. Hmm. Donc voilà, ça c'est la piste la plus chaude. Est-ce que tu veux que je déroule ou pas? Si tu veux, si tu as d'autres petits points en Ok. plus à nous confier. Alors, brièvement, la piste Inoussa Zedane reste sur le feu. Pour autant, est-ce que c'est quelque chose qui est proche de se conclure ou pas? J'en ai aucune idée. Pour rappel, c'est un ailier gauche qui joue faux pied et qui a cartonné en Suède, suédois qui est passé par Caen notamment. Hmm. Est-ce que c'est une piste alternative à Cardona ou pas? Le fait qu'on fasse les deux, ça paraîtrait étonnant vu le peu de temps qui reste et voilà. Mais bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et autre piste évoquée, Noé Le Breton. Sainté est vraiment très intéressé par le joueur, on nous en parlait récemment. Et l'équipe a précisé qu'on serait prêt à l'acheter pour le prêter pendant 6 mois. Préparer la saison prochaine parce qu'on a des bons conduits, notamment au milieu de terrain, qui arrivent en fin de contrat en juin prochain.
Et enfin, et pour ce joueur, j'en profite, on serait prêt à proposer des joueurs à Caen, parce que nous, on a plein de joueurs de Ligue 2, et Caen a besoin de joueurs de Ligue 2. Ils sont très très mal barrés en championnat, après avoir perdu contre Ajaccio, et il y a des discussions, notamment pour Cafaro, mais on en avait parlé, j'ai vu que c'était ressorti là récemment. Ça date un petit peu, mais il me semble que ça date de la semaine dernière déjà. C'est ça. Voilà, et après on a Sadibou Sané du FC Metz qui est très très apprécié à Saint-Étienne. Ça discute depuis novembre, mais Metz, qui est deuxième du championnat de Ligue 2, qui aimerait bien remonter, faire l'ascenseur, mais dans le bon sens cette fois-ci, et ben, n'est pas du tout disposé à le lâcher, sauf si ils prennent un gros chèque. Donc ça sera, à mon avis, minimum 5 millions d'euros si on veut le sortir. Euh, Ça, c'est juste moi qui le pense, hein, mais en tout cas, de ce qu'on me dit, et ce que le président Messin a dit, c'est qu'il n'était pas Mm. du tout vendeur. Mais bon, à voir, parce qu'ils sont quand même en train de regarder pour recruter un défenseur central. Donc bon, est-ce que ça peut créer une ouverture? Je sais pas. Et C'est après, ça. on a côté des départs. Donc, de départ, je vais faire encore plus bref. On a plein de joueurs qu'on aimerait bien faire partir parce qu'ils ont des gros contrats, parce qu'ils jouent pas, parce que soit ils arrivent en fin de contrat dans 6 mois, soit ils arrivent en fin de contrat dans 18 mois. C'est le cas d'Anthony Briançon, de Flo Tardieu, de Lamine Fomba, même s'il a rejoué là. On y reviendra, ou même de Thomas Monconduit, ou de Mathieu Cafaro, qui est Mm. clairement poussé vers la sortie. Mais pour autant, c'est des gros salaires. Et en ce moment, le foot français traverse une période très compliquée où tout le monde cherche à vendre, mais peu à acheter. Encore moins sur des joueurs qui sont un petit peu plus chevronnés avec des salaires confortables. Donc voilà, après on a Iman Aiki qui pourrait partir en prêt aussi, voilà. Mais on peut pas trop en dire plus pour l'instant. C'est ça. Voilà tout. Des Stéphanois toujours en quête de renfort. Je vous invite du coup à vous rendre sur le site de peuplevert.fr pour continuer de suivre le mercato avec des dossiers. On creuse un peu les joueurs et puis parfois des informations qu'on vous donne pour que vous puissiez suivre au mieux le mercato. Des Stéphanois donc qui se rendront, rentrons dans le cœur de l'émission du jour, qui se rendront à la Baie des Champs ce vendredi soir à 21h45, pardon. On a aujourd'hui donc un nouvel intervenant, Nicolas Fillon, correspondant à Auxerre pour ici Bourgogne. Je vous laisse écouter l'extrait dans lequel il revient sur la forme de la JOCR. Je vous laisse écouter ça. Cette équipe de la JOCR, je vais pas dire que c'est une bête blessée, parce que mine de rien, on a quand même toujours pas mal d'avance sur les deux derniers relégables, mais 5 points de retard seulement sur cette formation stéphanoise. On a une équipe de l'AGIA qui a besoin de points, qui a besoin de faire tourner la machine à points. C'est vrai, ça fait 6 matchs d'affilée en championnat que l'AGIA ne gagne plus. Il y a eu quand même 3 matchs nuls face à des gros du championnat. Ces matchs nuls ont été arrachés de haute lutte. Une équipe de l'AGIA qui a besoin de points. On peut évidemment revenir sur cette phrase clé avec une statistique qui revient, une statistique marquante. 6 matchs sans victoire. Aucune victoire depuis novembre 2024. Depuis, ils se sont inclinés en Ligue 1. Depuis la dernière fois face à Angers, pardon, excusez-moi. Mais ils ont fait plusieurs matchs nuls importants face au PSG, face au LOSC ou même le Lens, le Racing Club de Lens. Donc des grosses équipes, des grosses formations de Ligue 1. Sylvain, je vais te poser la question. Est-ce que toi tu vois un piège dans cette équipe auxerroise capable d'aller chercher des bons résultats face à des grosses équipes, mais qui ne parvient pas à prendre 3 points sur la pelouse? Écoute, on peut même rajouter 7 matchs sans victoire puisqu'ils se sont fait éliminer en Coupe de France Oui. contre Oui. Dunkerque. Tout Je dis pas de confondu, ouais. bêtises. Ils se sont fait éliminer en Coupe de France en tout cas. Dès leur premier match, donc voilà. C'est une équipe qui performe beaucoup à domicile. D'ailleurs, ils enregistrent 6 victoires. Il y en a 5 qui ont été faites à domicile. Ça ressemble un peu à ce que nous on fait. Ils ont simplement gagné. Excusez-nous du peu, ils ont simplement gagné au Vélodrome. Mais c'est vrai que c'est le seul match où ils ont été en mesure de gagner.
Ils n'ont plus gagné depuis le 24 novembre contre Angers, c'est ce que tu as dit. Ils ont même perdu contre Angers le week-end dernier. Ils sont Mm. sur 2 matchs où ils ont terminé le match à 10. Donc c'est vrai que les paramètres sont pas forcément en leur faveur en ce moment. Il n'empêche que, pour faire le parallèle avec la troisième équipe promue, lorsqu'on a affronté Angers, les vents étaient très contraires pour eux, avec aucun match remporté. Et depuis qu'ils se sont offerts leur première victoire de la saison contre nous, ils roulent à un rythme qui est absolument impressionnant. Aujourd'hui, ils comptent 22 points et ils sont 5 points devant nous, alors qu'ils étaient largement derrière au moment où on les affrontait. Donc, Capacité à savoir relancer j'espère les qu'on n'aura équipes. pas la bonne idée. Voilà, j'espère qu'on n'aura pas la bonne idée de les relancer, nos amis auxerrois, et surtout j'espère qu'on sera en mesure de faire le nécessaire, puisque la dernière fois qu'on est allé là-bas, on en a pris 5 la saison dernière. Mm, c'est ça. Romain, tu y crois, toi, qu'on serait capable d'aller chercher un résultat face à cette équipe en méforme? Alors y croire, oui, 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 j'y crois clairement, mais par contre, va falloir sortir, à mon sens, le meilleur match après depuis qu'Eric Orneland est à Saint-Étienne. Parce que il y a que Nice, Brest et Paris qui font mieux, trois équipes à domicile, hein. Donc bon, pour comprendre, la dernière fois qu'ils ont perdu chez eux, c'est arrivé qu'une fois cette saison. Et ben, c'était contre Auxerre le 14 septembre. Ils avaient pris 3-0. Donc ça te montre un petit peu l'étendue de la tâche qui nous attend. D'autant plus qu'on y va avec un milieu de terrain décimé. Donc va falloir... alors, un exploit, je n'irai pas jusque-là, mais c'est un match qui, avant qu'on change d'entraîneur, j'aurais eu absolument aucun doute sur le fait qu'on s'incline. Aujourd'hui, est-ce qu'on va arriver à faire quelque chose? En tout cas, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose parce que cette équipe de Serre, elle n'est pas dans les meilleures dispositions, il ne faut pas se le cacher, hein. Mais pour autant, il ne faut pas minimiser ce que c'est d'aller jouer au Serre aujourd'hui. C'est ça. Comme tu le disais, comme Sylvain le disait, une équipe en forme à domicile. Notre intervenant du jour en parle justement dans cet extrait. Je vous laisse écouter ça. On va dire qu'il y a une équipe à deux visages, une à domicile où vraiment on a des guerriers sur le terrain qui sont poussés par le 12e homme qu'est l'abbé Deschamps. Cette équipe, elle a su retourner des situations, ou en tout cas, elle a su tenir le bon bout grâce au public, grâce à un engagement de tous les instants, à une débauche d'énergie vraiment salutaire. Il n'y a eu qu'une défaite, c'était contre Monaco. Sinon, pour le reste, voilà, ce sont des victoires ou des nuls contre des grosses équipes. Il y a ce petit supplément de confiance. Et pour le coup, à l'extérieur, c'est vraiment l'inverse auquel on assiste. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Enfin, on sait qu'à l'extérieur, c'est pas forcément fameux, mais qu'à domicile, on a vraiment plaisir à commenter, à suivre cette équipe de la... Un supplément de confiance à domicile, tandis que, Romain, je vais te relancer là-dessus justement, tandis que l'ASS a du mal à performer à l'extérieur, hein. On rappelle, un seul petit point pris cette saison, deuxième pire équipe de Ligue 1 à l'extérieur. Romain, est-ce que face à une équipe à l'aise à domicile, tu sens sous Eric Orneland les Verts capables d'inverser la situation, la méforme à l'extérieur? Blessant, en tout cas, aujourd'hui, on a une seule référence avec cet entraîneur à l'extérieur, et c'était au Parc des Princes. Alors, c'est toujours un petit peu compliqué de se baser sur des matchs qui se jouent au parc, parce que tu as souvent des mecs qui veulent se montrer, donc c'est toujours des matchs qui sont en prime à la télé, donc voilà. Mais j'attendrai d'avoir un peu plus de billes pour être affirmatif sur le sujet, mais en tout cas, j'ose espérer qu'on... De toute façon, il va falloir. Tu veux te maintenir, tu vas pas pouvoir le faire à ce rythme-là à l'extérieur. Là, surtout que sur les 4 matchs à venir, on en a 3 à l'extérieur. Tu vas au Auxerre, qui est la 4e équipe à l'extérieur. Tu vas à Lille, qui est 5e équipe à l'extérieur. Et ensuite, tu vas à Marseille, qui semble aller mieux... Ah pardon, excuse-moi, j'étais à domicile, pas à l'extérieur. Et Marseille qui va mieux aussi à domicile ces derniers temps. Et entre-temps, tu reçois Rennes. Je me mélange les pinceaux. Vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Donc, en gros, si tu veux te sauver, il va falloir commencer à gratter des points à l'extérieur. Parce que là, aujourd'hui, il y a des belles paroles, il y a des choses très agréables à entendre, des choses très agréables à voir. C'est suivi de fait. Mais il faut que ça se suive à l'extérieur aussi. Sylvain, pour toi, c'est l'opportunité de lancer une série positive, justement, hors de Geoffroy Guichard?
Là, il va falloir à un moment donné, comme l'a justement dit Romain, aller gagner à l'extérieur tout simplement et s'offrir une première victoire et créer ce déclic parce on en fait, je pense, beaucoup aussi avec le fait qu'on n'est pas encore gagné à l'extérieur. On remet toujours ça sur la table, on le remet aux conférences de presse, on redemande aux joueurs comment ils expliquent cette différence entre le contenu qu'on peut avoir à domicile, le contenu qu'on peut avoir à l'extérieur, etc., etc. Bon, à un moment donné, il va falloir débloquer ça, sortir de ce spectre un peu négatif et surtout pouvoir enfin lancer une série sans qu'il y ait de complexe particulier parce que j'ai l'impression que de plus en plus on fait un véritable complexe à l'extérieur. Alors je dois admettre Mm. que avant l'arrivée d'Orneland, j'aurais peut-être eu un discours différent parce que l'idée de jeu et le projet de jeu qui était essayé était peut-être moins ambitieux et du coup il dépendait davantage de fait de jeu ou de réalisme, d'efficacité. Aujourd'hui, si on est en mesure de produire ce qu'on a produit sur les 3 derniers matchs, bien que tout ne soit pas parfait, on peut avoir l'ambition d'aller prendre des points à l'extérieur. Mais aujourd'hui, le match de ce week-end s'apparente comme un match capital pour moi, puisque derrière, le calendrier qui nous attend est très difficile et on a déjà 5 points de retard sur OCR et sur Angers. Et personnellement, de faire la course avec Nantes et Rennes qui ont le même total de points que nous, ça me fait peur. Dans l'optique d'une plage de barragistes, voire de descente immédiate, ça me fait peur, honnêtement. Des Stéphanois qui doivent vite prendre des points, peut-être se relancer justement après un nul frustrant face à Nice, face à Nantes, pardon, excusez-moi. On aurait peut-être pu espérer un peu mieux, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, puisque on a accroché que le point du nul grâce à Augustine Bourcaille qui envoie un pétard, on va dire, dans les buts d'Anthony Lopez à la toute fin du match, à la 86e. On a vu une équipe stéphanoise en difficulté face à un bloc bas nantais très défensif. Est-ce que Romain, de ton côté, t'es déçu de ne pas avoir été en capacité de voir les Verts obtenir plus de cette rencontre? Moi, je parlais d'efficacité et de créativité la semaine dernière. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui m'inquiétait et c'est quelque chose sur lequel on s'est fait planter. Alors, est-ce qu'on peut être déçu de ce point? Vu la physionomie du match, non, pas particulièrement, parce que il aura fallu un exploit. Boquet, la frappe qu'il met, elle va pas rentrer toutes les semaines. Si tu regardes le nombre d'occasions qu'on a franches, à part celle d'Enguessan, il y en a pas 50. Et ça, c'est un petit peu inquiétant. C'est un petit peu inquiétant. Je trouve qu'on a vraiment manqué de justesse, contrairement aux 2 matchs précédents. Mais même de derrière. Alors, je pense pas que ce soit de la suffisance. Le terrain a pas aidé, hein. Mais on s'est déjà fait secouer au milieu de terrain parce qu'il faut pas se leurrer, hein. On est regardé. Hornland, il est regardé. Là, il n'y a plus d'effet de surprise, hein. Hmm. Ce que tu as pu faire contre Reims, aller secouer d'entrée aujourd'hui. Nantes, ils ont parfaitement identifié ça. Et on s'est fait secouer au milieu de terrain. On a peu vu Louis Mouton la semaine dernière. Benjamin Bouchoiry, bon, tout le monde était dithyrambique. Il sort son match, mais pour autant, j'ai pas trouvé qu'il a autant créé que les semaines d'avant. Mais oui, il est au-dessus, hein, techniquement, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, ils se sont fait presser de manière très agressive. Ça va falloir répondre par une supériorité technique. Et une supériorité technique qu'aujourd'hui, en tout cas, le match face à Nantes, on n'a pas eu. Voilà. Quels enseignements tu tires, toi, Sylvain? Est-ce que c'est une rencontre dans la suite de l'apprentissage ou qu'est-ce que tu tires comme enseignement? Ce que je tire comme enseignement, qu'on a fait face à une équipe bloc bas, c'était la première fois sur Horneland, ça a mis en évidence certaines carences de notre effectif, notamment la capacité à créer du déséquilibre lorsqu'on fait face à un bloc bas compact et qui, j'irais presque dire, qui refuse le jeu. Qui refuse la possibilité de nous voir développer un jeu de transition rapide comme on a pu le faire par exemple contre Reims. Ça demande d'autres compétences, d'autres qualités. Voilà, il a fallu, comme vous l'avez justement dit, un exploit individuel de Boki sur une frappe magnifique. Voilà. Après, on s'est pas rendu la tâche facile en concédant ce premier but, en offrant même ce premier but. Et voilà, quel enseignement en tirer? Il faudra faire mieux face à des blocs bas parce qu'on a été en grande difficulté. Et aujourd'hui, on parle de frustration par rapport au résultat, mais il est évident qu'à 10 minutes de la fin, à 0-1, on aurait tout signé pour un 1-1 final, c'est certain. Moi, j'ai une question justement suite à ce match. Je voudrais voir ce que tu en penses. Je me suis demandé. Une première question, hein, jusque dans les dernières minutes, on était tenu en échec, on n'arrivait pas à marquer.
n'est pas contourné. Est-ce qu'il manque pas aussi un petit peu de pragmatisme, notre ami norvégien, sur cette rencontre, parce qu'il peut très bien faire sortir un milieu de terrain pour faire entrer un attaquant. Alors, est-ce que c'est lié au fait qu'on n'en ait pas? Ce qui est peut-être lié, et on aura Oui. Voilà, je pense. Mais voilà, pour l'instant, on a vu un seul schéma. Est-ce que pour toi, c'est lié justement au fait qu'il n'ait pas spécialement de billes de côté, ou qu'il change pas de schéma, ou comment tu le vois ça? Ah, c'est une question qu'il faudrait lui poser à lui, mais moi, comment j'analyse la chose, déjà, on constate qu'il a préféré titulariser Nguessan à un poste qui n'était pas le sien que d'aligner Cafaro. Donc ça, on Mm. dit pour moi très long sur les perspectives à venir de Cafaro au sein du club. Et il rentre pas? Les... Et il rentre pas. Voilà. Aiki était hors groupe, réintègre le groupe suite à la maladie de Ekwa. Il avait déjà fait ça contre Reims où on n'avait pas eu Davitashvili. La personne qui avait intégré le groupe n'était finalement pas rentrée. Donc en fait, ils viennent faire le nombre au cas où. Mais concrètement, ils savent que c'est quasiment sûr que le garçon il rentre pas pour être dans la logique des choix qu'il avait fait dans un premier temps. Donc à partir du moment où tu punis Cafaro, enfin où tu punis, je sais pas si c'est une punition, mais où tu fais le choix de te passer de Cafaro et où Aiki est la dernière option possible, bah, il te reste pas 50 options en fait. Et je sais pas si c'est un manque de pragmatisme, mais en tout cas c'est un constat qu'il faut se faire, à se dire qu'aujourd'hui on manque d'au moins un ou deux joueurs offensifs pour faire des différences. Alors oui, on a Sissoko suspendu, on a Wadji blessé, on est en attente d'une recrue, on a Ben Holt qui est blessé et qui nous fera le plus grand bien quand il va revenir, j'en suis certain. Mais c'est sûr qu'en ayant trois joueurs absents aujourd'hui dans le secteur offensif, on est Mm. en difficulté, c'est certain. Et Ouais, aujourd'hui, aligner Nguessan titulaire en Ligue 1, c'est une belle marque de confiance pour le garçon, c'est une belle marque de confiance pour le centre de formation, mais c'est un garçon qui est en cours d'apprentissage encore et qui a des étapes à passer avant de devenir un titulaire et de pouvoir être en mesure de faire des différences dans l'élite du football français. C'est un Eric Ronaldo qui sera encore, du coup, comme tu disais, condamné au bricolage ce week-end. Tu disais, grosse vague d'absence, toujours en tout cas du côté de Saint-Etienne. Ivan Masson toujours un peu trop court. Et puis les classiques suspendus. Sissoko qui est toujours en train de purger sa longue peine. Wadji, Monconduit, Ben Holt, Briançon. Et cette fois-ci, on va même être privé encore de deux autres joueurs, Louis Mouton et Benjamin Bouchouari, tous deux suspendus pour la rencontre de ce vendredi. Romain, je te pose la question, quel milieu de terrain faut-il aligner? On a vu Alamine Famba qui était titulaire face à Nantes. Est-ce qu'il doit rejouer, réintégrer, on va dire, le 11 de départ? Amougou également, quel milieu de terrain tu vois ce vendredi face à Auxerre? Alors, déjà, la bonne nouvelle, parce qu'il faut être un petit peu optimiste, hein, c'est qu'on récupère Pierre Ekwa. Alors, je suis loin d'être dithyrambique sur ce joueur, mais il y a quelque chose qui est clair, net et précis, c'est que c'est quelqu'un qui est à l'aise avec le ballon. Et on a vu là, je pense ça a accentué les carences techniques de nos défenseurs centraux parce qu'il, j'ai envie de dire, il facilite la tâche. Souvent, le mec à qui on donne le ballon et derrière, bah, c'est la première rampe de lancement qui dicte un petit peu le rythme. Alors, c'est pas un gars qui court de partout, hein, mais pour autant, techniquement, il t'apporte une aisance technique qui est précieuse dans ce milieu de terrain. Voilà. Donc, tu le récupères lui, et ça, il a des qualités que Lamine Fomba n'a pas et n'aura jamais. Mm. Voilà. Lamine Fomba, il a d'autres qualités, notamment en termes d'endurance, d'abattage. Donc, est-ce qu'on va le retrouver un cran plus haut? Pour moi, c'est clairement une option. Parce que c'est quelqu'un qui aime se projeter, il a encore dit aujourd'hui en conférence de presse, le coach, a priori, il donne beaucoup à l'entraînement. Alors, je suis loin d'être fan du joueur, mais il est encore là. T'as pas 50 autres solutions. Moi, j'ai beaucoup aimé l'entrée de Mathis Amougou la semaine dernière. Je suis persuadé que c'est un gamin. Alors, faut pas le mettre tout en haut trop vite, mais je suis persuadé que c'est un gamin qui doit encore se remplir. Et pour se remplir, c'est le seul qui a. Alors, c'est pas le même profil que Benjamin Bouchouari, mais c'est un joueur qui a de la caisse et qui peut jouer vers l'avant. Donc à partir de là, moi j'alignerai ce trio-là, parce qu'un Flotardieu, pour moi, même s'il n'a pas fait une entrée dégueulasse la semaine dernière, mais ça trottine quoi. Ça trottine, je suis pas sûr qu'ils soient encore faits pour finir la rencontre, ok, mais jamais je l'aligne d'entrée quoi.
Sylvain, on a vu un Dylan Nguessan qui était intéressant quand même le week-end dernier. Est-ce que tu alignes un Boaké ou est-ce que tu remets Nguessan pour la récompense? Quel pari tu fais avec Nguessan ce vendredi? Enfin, quel choix? Alors moi j'aligne Boaki. Pour moi Hmm. la question elle n'a pas lieu d'être. N'Guessan c'est un garçon qui va probablement rentrer à un moment donné dans la rencontre puisqu'il n'a pas 50 cartouches offensives possibles. Mais pour moi il faut titulariser Boaki. Boaki en pleine possession de ses moyens est d'ailleurs pour moi le titulaire de cette équipe. Il est vraiment métamorphosé depuis 2025. Il est en train de passer le cap qu'on espérait de l'adaptation, de l'acclimatation. On se rend compte que c'est un joueur qui a des vraies qualités de percussion. C'est un joueur qui est capable d'éclair. Le but qu'il marque ce week-end, c'est véritablement lié à une forme de talent et c'est encourageant. Donc, bien sûr, il est dans une bonne vague. Il faut le titulariser. Avec David Ashvili de l'autre côté, ça va permettre de contrer ces Auxerrois qui sont quand même joueurs chez eux, qui vont tenter de nous infliger un grand pressing, qui vont tenter de nous faire reculer. Ça va être, je pense, un match ouvert. Ça va être, je pense, un match plaisant à voir. Maintenant, il faudra répondre à ce qui nous est proposé par la JOCR. Et le fait d'avoir ces suspendus nous ennuie particulièrement, surtout avoir les deux en même temps, que ce soit Mouton et Bouchouari. C'est vraiment quelque chose qui m'ennuie. Pourquoi? Parce que je pense que c'est des matchs où ils peuvent vraiment s'exprimer les deux. Et j'en profite, moi, pour enchaîner. Il y en a un qui commence à m'énerver, là. C'est Aymen Mouefek qui est encore pas là. Je rappelle quand même qu'il a été prolongé l'été dernier. Il doit être un de tes titulaires, normalement. Hmm. Il prend une béquille, il est absent un mois. Il a la grippe, il est absent 3 semaines. Voilà. Aujourd'hui, tu devrais pouvoir compter sur lui quand tu as 2 joueurs qui sont suspendus. Et c'est pas le cas. Donc C'est vrai. ça commence Et je vais vraiment à être gonflant. même plus loin, hein. La question, elle se pose au-delà de ce dernier mois. Aujourd'hui, Aymen Mouefek, il a été prolongé pour être une partie centrale du nouveau projet Kilmer. C'est quelqu'un qui devrait, sans manquer de respect à Louis Mouton, hein, bien sûr, hein, mais c'est quelqu'un qui devrait être titulaire dans cette équipe. C'est une forme d'anomalie que Louis Mouton soit titulaire dans cette équipe au regard du statut en début de saison, hein, j'entends, hein, au regard de ce qu'on a vu et Oui, de, puis et du de contrat. l'expérience de chacun. Et puis oui, voilà, à un moment donné, il faut parler contrat aussi. Louis Mouton, dans 6 mois, il est possible qu'il soit plus à la S Saint-Etienne, pendant que Aymen Mouefek a un contrat jusqu'en 2028. Aujourd'hui, il compte 492 minutes de jeu, Aymen Mouefek. Donc pour vous situer un petit peu sur 18 matchs qu'on a joués, ça représente entre 6 et 7 matchs, si je dis pas de bêtises. Hmm. Non, entre 5 et 6 matchs, pardon. Donc il a même pas effectué 6 matchs entiers sur 18 possibles. En d'autres termes, il a même pas joué un tiers du temps. C'est un véritable problème. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'Aymen Mouefek, c'est quelqu'un qui a besoin d'enchaîner les matchs. C'est quelqu'un qui a besoin d'être au top physiquement pour performer. C'est quelqu'un qui a besoin de s'installer, d'avoir du temps de jeu pour être performant. Et le fait qu'il ait eu sa préparation qui soit coupée par une blessure a fait qu'il n'a pas une base solide de préparation physique dès le début de saison. Et on le voit, il le paye. Et on retrouve une saison sur les standards des premières saisons, il était professionnel et qu'on le voyait apparaître, il se blessait, il disparaissait, il revenait 2-3 matchs, puis ça rechutait. Voilà. C'est Hmm. euh, c'est un sujet qui va devenir un vrai sujet, je pense. Et j'irai même plus loin. Attention à cette fin de mercato où je pense que le lien entre son absence, le fait qu'il soit courtisé, parce que c'est un secret de polichinelle qu'il est courtisé, est-ce que la frontière entre les deux est grande ou pas? Je pense que la question mérite d'être posée. Hmm. Je sais Hmm. pas. En tout cas, ces absences, elles posent question. Et c'est un joueur qu'on oublierait presque. Un joueur qu'on oublierait presque aujourd'hui dans le groupe de Saint-Etienne, tellement ça fait longtemps qu'on ne l'aura pas vu à l'action. Messieurs, pour clôturer cet avant-match, évidemment, on va passer par l'instant pronostic. Notre intervenant du jour nous a fait part de ses attentes sur la rencontre. Je vous laisse écouter ça dans cet extrait.
voilà, mon pronostic, ça serait quand même une victoire avec le supplément d'âme qu'il y aura à la Baie des Champs, cette belle affiche contre Saint-Étienne, qui est devenu un adversaire un peu historique avec notamment la montée en 2022. Donc je vois une petite victoire. Allez, 2-1, voilà, c'est mon prono. Une victoire 2-1 de l'équipe locale. Sylvain, qui vois-tu quelle équipe vois-tu gagner? Excuse-moi, quels sont tes pronostics? Alors, tout d'abord, moi je tiens quand même à dire que je trouve que Christophe Pélissier est un excellent entraîneur de Ligue 1, probablement parmi les plus sous-cotés du championnat selon moi, parce qu'il fait un travail vraiment formidable avec un effectif moyen plus. Il arrive à rentabiliser vraiment ses effectifs et c'est valable à Auxerre, mais c'est aussi valable dans les autres équipes qu'il a eu à sa charge. Complètement J'aime d'accord. beaucoup cet entraîneur et je me méfie beaucoup de lui parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est très intelligent, très pragmatique, qui est capable d'avoir des équipes très séduisantes. Donc je me méfie. J'espère qu'on saura répondre à l'intensité qui va nous être mise parce que c'est une équipe intense au cerf, vraiment capable de faire des choses très intéressantes avec ballon, d'avoir des joueurs qui sont moyens mais qui sont rentabilisés vraiment à 100-120%. Donc voilà, si je dois donner un pronostic, je dirais qu'on va faire 1-1. Hmm. Romain, de ton côté? Écoute, on n'en a pas trop parlé, mais il y a des absences chez eux, hein, notamment Hmm. Ocho qui est suspendu après avoir pris un rouge lors de la dernière rencontre. Je crois que c'est également le cas de Danois au milieu de terrain qui est Danois. blessé. Il est un super joueur, lui, donc c'est pas plus mal qu'il soit pas là. S'ils ont la bonne idée de nous mettre à Sandius, il suffit que je dise ça pour qu'ils mettent un doublé. Mais voilà, après, par contre, il récupère Joubal. Et je Oui. trouve, on en parlait en off avec Sylvain, il y a vraiment une équipe avec et sans Joubel derrière. Et bon, après, ils sont pas injouables avec Joubel, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais voilà. C'est une équipe qui va être très très dure à contourner, à calmer, parce qu'ils arrivent à emballer les rencontres chez eux, avec un public qui est très sympa. Il va falloir s'attendre à ce que ça pousse derrière. Mais j'ai envie de croire à un déclic, parce qu'il faut bien qu'il arrive ce déclic à l'extérieur, donc je miserai sur un 1-0 but de Stassin. Moi, je vais partir sur le même pronostic de Sylvain. Un match nul, pourquoi pas? Je vois pas vraiment Saint-Étienne réussir à l'emporter ce vendredi face à Auxerre. Pour une rencontre, je vous le rappelle, qui se jouera donc ce vendredi à 21h45 au stade l'Abbé des Champs, sous le sifflet les ordres de Marc Bollangier, une rencontre diffusée sur DAZN. Messieurs, merci de m'avoir accompagné pour cet avant-match. Avant de terminer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre notre chaîne YouTube et puis à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à nous faire également part de vos commentaires, de vos améliorations, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et d'améliorer le contenu que l'on vous propose. Messieurs, comme je le disais, merci de m'avoir accompagné sur cet avant-match. Puis on se retrouve très bientôt pour un prochain avant-match, ce lundi pour le Saint-Étienne Club, pardon. Et puis bon match à tous.